mais d'où vient que la valeur puisse ainsi se former? Quelle est l'origine de cet excédent qui permet au bien de se transformer en richesse sans pour autant s'effacer et disparaître à force d'échanges successifs et de circulation? Comment se fait-il que le coût de cette formation incessante de valeur n'épuise pas les biens qui sont à la disposition des hommes? Est-ce que le commerce peut trouver en lui-même ce supplément nécessaire? Certainement pas, puisqu'il se propose d'échanger valeur pour valeur et selon la plus grande égalité possible. Pour recevoir beaucoup, il faut donner beaucoup. Et pour donner beaucoup, il faut recevoir beaucoup. Voilà tout l'art du commerce. Le commerce, de sa nature, ne fait qu'échanger ensemble des choses de valeur égale, sans doute une marchandise, en gagnant un marché éloigné, peut s'échanger pour un prix supérieur à celui qu'elle obtiendrait sur place. Mais cette augmentation correspond aux dépenses réelles de transport. Et si elle ne perd rien de ce fait, c'est que la marchandise stagnante contre quoi elle s'est échangée a perdu ses frais de voiturage sur son propre prix. On a beau promener les marchandises d'un bout du monde à l'autre, le coût de l'échange est toujours prélevé sur les biens échangés. Ce n'est pas le commerce qui a produit ce superflu. Il a fallu que cette pléthore existe pour que le commerce soit possible. L'industrie, elle non plus, n'est pas capable de rétribuer le coût de formation de la valeur. En effet, les produits des manufacteurs pouvant être mis en vente selon 12 régimes. Si les prix sont libres, la concurrence tend à la faire baisser de sorte qu'outre la matière première, ils couvrent au plus juste le travail de l'ouvrier qui l'a transformé, conformément à la définition de Cantillon.
Ce salaire correspond à la subsistance de l'ouvrier pendant le temps où il travaille. Sans doute faut-il ajouter encore la subsistance et les bénéfices de l'entrepreneur. Mais de toute façon, l'accroissement de valeur dû à la manufacture représente la consommation de ce qu'elle rétribue. Pour fabriquer des richesses, alors il a fallu sacrifier des biens. L'artisan détruit autant en subsistance qu'il produit par son travail. Quand il y a un prix de monopole, les prix de vente des objets pouvant s'élever considérablement. Mais ce n'est pas alors que le travail des ouvriers soit mieux rétribué. La concurrence qui joue entre eux tend à maintenir leur salaire au niveau de ce qui est juste indispensable pour leur subsistance. Quant aux bénéfices des entrepreneurs, il est vrai que les prix de monopole les font croître dans la mesure où augmente la valeur des objets mis sur le marché. Mais cette augmentation n'est rien d'autre que la baisse proportionnelle de la valeur d'échange des autres marchandises. Tous ces entrepreneurs ne font des fortunes que parce que d'autres font des dépenses. Apparemment, l'industrie augmente les valeurs. En fait, elle prélève sur l'échange lui-même le prix d'une ou de plusieurs subsistances. La valeur ne se forme ni ne accroît par la production, mais par la consommation. Que ce soit celle de l'ouvrier qui assure sa subsistance, de l'entrepreneur qui retire des bénéfices, de l'oisif qui achète. Le croissement de la valeur vénale qui est dû à la classe stérile et l'effet de la dépense de l'ouvrier et non pas celui de son travail. Car l'homme oisif qui dépense son travail produit à cet égard le même effet. La valeur n'apparaît que là où des biens ont disparu. Et le travail fonctionne comme une dépense. Il forme un prix de la subsistance qu'il a lui-même consommée.
Ceci est vrai du travail agricole lui-même. L'ouvrier qui labore n'a pas un statut différent de celui qui tisse ou qui transporte. Il n'est qu'une des outils du travail ou de la cultivation, outil qui a besoin d'une subsistance. Il la prélève sur les produits de la terre. Comme dans tous les autres cas, la rétribution du travail agricole tend à s'ajuster exactement à cette subsistance. Pourtant, il a un privilège non pas économique dans le système des échanges, mais physique dans l'ordre de la production des biens. C'est que la terre, lorsqu'elle est travaillée, fournit une quantité de subsistance possible bien supérieure à ce qui est nécessaire au cultivateur. En tant que travail rétribué, le labeur de l'ouvrier agricole est donc tout aussi négatif et dispendieux que celui des ouvriers de manufacture. Mais en tant que commerce physique avec la nature, il suscite chez elle une fécondité immense. Et s'il est vrai que cette prolixité est rétribuée à l'avance par les prix de labeur, de semailles, de nourriture pour les animaux, on sait bien qu'on trouvera un épi là où on a semé une graine. Et les troupeaux s'engraissant chaque jour au temps même de leur repos. Ce qui ne peut être dit d'une ballotte de soie ou de laine dans les magasins. L'agriculture, c'est le seul domaine où le croissement de valeur dû à la production n'est pas équivalent à l'entretien du producteur. C'est quoi vrai dire? Il y a un producteur invisible qui n'a besoin d'aucune rétribution. C'est à lui que l'agriculture se trouve associée sans le savoir. Et au moment où le laboureur consomme autant qu'il travaille, ce même travail, par la vertu de son co-auteur, produit tous les biens sur lesquels sera prélevée la formation des valeurs. L'agriculture est une manufacture d'institution divine où le fabricant a pour associé l'auteur de la nature, le producteur même de tous les biens et de toutes les richesses. On comprend l'importance théorique et pratique
que les physiocrates ont accordé à la rente foncière et non pas au travail agricole, c'est que celui-ci est rétribué par une consommation, alors que la rente foncière représente ou doit représenter le produit net. La quantité de biens que la nature fournit en dessous de la subsistance qu'elle assure un travailleur et de la rétribution qu'elle demande elle-même pour continuer à produire. C'est cette rente qui permet de transformer les biens en valeur ou en richesse. Elle fournit de quoi rétribuer tous les autres travaux et toutes les consommations qui leur correspondent. De là deux soucis majeurs: mettre à sa disposition une grande quantité de numéraire pour qu'elle puisse alimenter le travail, le commerce et l'industrie. Veiller à ce que soit protégé absolument le part d'avance qui doit revenir à la terre pour lui permettre de produire encore. Le programme économique et politique des physiocrates comportera donc de toute nécessité une augmentation des prix agricoles, mais non pas des salaires à ceux qui travaillent la terre, le prélèvement de tous les impôts sur la rente foncière elle-même, une abolition des prix de monopole et de tous les privilèges commerciaux, afin que l'industrie et le commerce, contrôlés par la concurrence, maintiennent forcément le juste prix. Un vaste retour de l'argent à la terre pour les avances qui sont nécessaires aux récoltes futures. Tous les systèmes des échanges, toute la formation coûteuse des valeurs sont reportés à cet échange déséquilibré, radical et primitif qui s'établit entre les avances du propriétaire et la générosité de la nature. Sur cet échange est absolument bénéficiaire. Et c'est à l'intérieur de ce profit net que pouvant être prélevés les frais que nécessite chaque échange. Donc l'apparition de chaque élément de richesse.
Il serait faux de dire que la nature produit spontanément des valeurs, mais elle est la source inlassable des biens que l'échange transforme en valeur. Non sans dépense ni consommation. Quesnay et ses disciples analysant les richesses à partir de ce qui se donne dans l'échange, c'est-à-dire de ce superflu qui existe sans valeur aucune, mais qui devient valeur en entrant dans une circuit de substitution, où il devra rétribuer chacun de ses déplacements, chacune de ces transformations par des salaires, de la nourriture, de la subsistance, bref, par une partie de cet excédent auquel il appartient lui-même. Les physiocrates commençant leur analyse par la chose elle-même qui se trouve désignée dans la valeur, mais qui préexiste au système des richesses. Il en est de même des grammairiens lorsqu'ils analysent les mots à partir de la racine du rapport immédiat qui unit un son et une chose, et des abstractions successives par quoi cette racine devient un nom dans une langue. Part 6. L'utilité. L'analyse de Condillac, de Galliani, de Graslin, de Destoute correspond à la théorie grammaticale de la proposition. Il choisit pour point de départ non pas ce qui est donné dans un échange, mais ce qui est reçu. La même chose, à vrai dire, mais envisagée du point de vue de celui qui en a besoin, qui la demande et qui accepte de renoncer à ce qu'il possède pour obtenir cette autre chose qu'il estime plus utile et à laquelle il attache plus de valeur. Les physiocrates et leurs adversaires parcourant en fait le même segment théorique, mais dans un sens opposé. Les uns se demandant à quelles conditions et à quel coût un bien peut devenir une valeur dans un système d'échange. Les autres, à quelles conditions un jugement d'appréciation peut se transformer en prix dans ce même système d'échange.
on comprend pourquoi les analyses des physiocrates et celles des utilitaristes sont souvent si proches et parfois complémentaires. Pourquoi Kantian a peut-être revendiqué par les unes pour sa théorie des trois revenus fonciers et l'importance qu'il accorde à la terre, et par les autres pour son analyse des circuits et le rôle qu'il fait jouer à la monnaie. Pourquoi Torgat a pu être fidèle à la physiocratie dans la formation et la distribution des richesses, est fort proche de Galliani dans valeur et monnaie. Supposons la plus rudimentaire des situations d'échange. Un homme qui n'a que du mets ou du blé, et en face de lui, un autre qui n'a que de vin ou de bois. Il n'y a encore aucun prix fixé, ni aucune équivalence, ni aucune commune mesure. Pourtant, si ces hommes ont ramassé ce bois, s'ils sont sémés et récoltés le mets ou le blé, c'est qu'ils portaient sur ces choses un certain jugement, sans avoir à le comparer à quoi que ce soit. Ils jugeaient que ce blé ou ce bois pouvait satisfaire un de leurs besoins, qu'il leur serait utile. Dire qu'une chose vaut, c'est dire qu'elle est ou que nous l'estimons bonne à quelque usage. La valeur des choses est donc fondée sur leur utilité, ou ce qui revient encore au même, sur l'usage que nous pouvons en faire. Ce jugement fonde ce que Torgat appelle valeur estimative des choses. Valeur qui est absolue puisqu'elle concerne chaque denrée individuellement et sans comparaison avec aucune autre. Elle est pourtant relative et changeante puisqu'elle se modifie avec l'appétit, les désirs ou le besoin des hommes. Cependant, l'échange qui s'accomplit sur le fond de ces utilités premières n'en est pas la simple réduction à un commun dénominateur. Il est en lui-même créateur d'utilité, puisqu'il offre à l'appréciation de l'une ce qui jusqu'alors n'avait pour l'autre que peu d'utilité. Il y a, à ce moment-là, trois possibilités. Ou bien le surabondant de chacune, qu'on dit Condillac, ce qu'il n'a pas utilisé ou ne
pas utilisés immédiatement correspondent en qualité et en quantité aux besoins de l'autre. Tout le surplus du propriétaire de blé se révèle dans la situation d'échange, utile au propriétaire de vin et réciproquement. Dès lors, ce qui était inutile devient totalement utile par une création de valeur simultanée et égale de chaque côté. Ce qui dans l'estimation de l'un était nul devient positif dans celle de l'autre. Et comme la situation est symétrique, les valeurs estimatives ainsi créées se trouvant être automatiquement équivalentes. Utilité et prix se correspondant sans résidu. L'appréciation s'ajustant de plein droit à l'estimation, ou bien le surabondant de l'une ne suffit pas aux besoins de l'autre, et celui-ci se gardera de donner tout ce qu'il possède. Il en réservera une part pour obtenir d'un tiers le complément indispensable à son besoin. Cette part prélevée et que le partenaire cherche à réduire le plus possible, puisqu'il a besoin de tout le superflu de première, fait apparaître les prix. On n'échange plus le trop de blé contre le trop de vin. Mais à la suite d'une altercation, on donne tant de mouines de vin contre tant de septières de blé. Dira-t-on que celui qui donne le plus peur dans l'échange sur la valeur de ce qu'il possédait. Non point, car sa superflu est pour lui son utilité, ou en tout cas, puisqu'il a accepté d'en faire l'échange, c'est bien parce qu'il accorde plus de valeur à ce qu'il reçoit qu'à ce qu'il abandonne. Enfin, troisième hypothèse, rien n'est absolument superflu pour personne, car chacun des deux partenaires sait qu'il peut utiliser, à plus ou moins longue et échéance, la totalité de ce qu'il possède. L'état de besoin est général et chaque parcelle de propriété devient richesse. Dès lors, les deux partenaires pouvant très bien ne rien échanger,
Mais chacun peut également estimer qu'on parle de la marchandise, de l'autre lui serait plus utile qu'on parle de la sienne propre. L'une et l'autre établissant et chacun pour soi, donc selon un calcul différent, une inégalité minimale, tant de mesures de mais que je n'ai pas, dit l'une, vaudront pour moi un peu plus que tant de mesures de mon bois. Telle quantité de bois, dit l'autre, me sera plus précieuse que tant de mai. Ces deux inégalités estimatives définissant pour chacun la valeur relative qu'il accorde à ce qu'il possède et à ce qu'il ne détient pas. Pour ajuster ces deux inégalités. Il n'y a pas d'autre moyen que d'établir entre elles l'égalité de deux rapports. L'échange se fera lorsque le rapport de mai au bois pour l'une devient égal au rapport pour l'autre du bois au mai. Alors que la valeur estimative se définit par le seul jeu d'un besoin et d'un objet. Donc, par un intérêt unique chez individu isolé. Dans la valeur appréciative telle qu'elle apparaît maintenant, il y a deux hommes qui comparent et il y a quatre intérêts comparés. Mais les deux intérêts particuliers de chacun des deux contractants ont d'abord été comparés entre eux à part et ce sont les résultats qui sont ensuite comparés ensemble pour former une valeur estimative moyenne. Cette égalité du rapport permet de dire par exemple que 4 mesures de mai et 100 brasses de bois ont une valeur échangeable égale. Mais cette égalité ne veut pas dire qu'on échange utilité contre utilité par portion identique. On échange des inégalités, c'est-à-dire que de côté, et bien que chaque élément du marché ait une utilité intrinsèque. On acquiert plus de valeur qu'on en possédait au lieu de deux utilités immédiates. On a deux autres qui sont censés satisfaire des besoins plus grands. De telles analyses montrant l'entrecroissement de la valeur et de l'échange. On n'échangerait pas s'il n'existait des valeurs immédiates, c'est-à-dire s'il n'existait dans les choses un attribut que leur est accidentel et qui dépendent uniquement des besoins de l'homme. Comme les faits dépendent
de sa cause. Mais l'échange à son tour crée de la valeur. Et ceci de deux manières. Ils rendent d'abord utiles des choses qui sont lui seriant d'utilité faible ou peut-être nulle. Un diamant, que peut-il valoir pour les hommes qui ont faim ou besoin de se vêtir? Mais il suffit qu'il existe au monde une femme qui désire plaire et un commerce susceptible de la porter entre ses mains. Pour que la pierre devienne richesse indirecte pour son propriétaire qui n'en a pas besoin. La valeur de cet objet est pour lui une valeur d'échange. Et il pourra se nourrir en vendant ce qui ne sert qu'à brûler. De là l'importance de luxe. De la fait qu'il n'y a pas de point de vue des richesses, de différence entre besoins, commodité et agrément. D'autre part, l'échange fait naître un nouveau type de valeur qui est appréciative. Il organise entre les utilités un rapport réciproque qui double le rapport aux simples besoins et surtout qui le modifie. C'est que dans l'ordre de l'appréciation, donc de la comparaison de chaque valeur avec toute, la moindre création nouvelle d'utilité diminue la valeur relative de celle qui existe déjà. Le total des richesses n'augmente pas malgré l'apparition de nouveaux objets qui peuvent satisfaire les besoins. Toute production fait naître seulement un nouvel ordre de valeur relativement à la masse des richesses. Les premiers objets de besoin auront diminué de valeur pour faire place dans la masse à la nouvelle valeur des objets de commodité ou d'agrément. L'échange, c'est donc ce qui augmente les valeurs en faisant apparaître de nouvelles utilités qui, au moins indirectement, satisfont des besoins. Mais c'est également ce qui diminue les valeurs, les unes par rapport aux autres dans l'appréciation qu'on porte à chacune. Par lui, le non-utile devient utile, et dans la même proportion, le plus utile devient moins utile. Tel est le rôle constitutif de l'échange dans le jeu de valeur. Il donne une prise à toute chose,
et abaisse le prix de chacune.